Donc, Daniel Bledeau, conseiller adjoint au financement à Sainte-Marie. Donc, j'ai comme objectif de venir vous présenter le processus de financement. Donc, comment que ça se passe une demande de financement à la financière agricole? Et je vais prendre un petit peu de temps pour les programmes de la financière agricole. Je tiens à préciser que je vais passer quand même assez rapidement sur nos programmes parce qu'ils sont tous sur nos sites Internet. Puis, normalement, quand je fais la présentation des programmes, ça me prend 1 et quart les présenter. Là, j'ai 45 minutes environ pour faire les processus de financement et les programmes. Je vais vous présenter la financière agricole brièvement, processus de financement puis nos produits en financement. Donc, la mission de la financière agricole, c'est soutenir, promouvoir, dans une perspective de développement durable, le développement du secteur agricole et agroalimentaire. Pour ce faire, la financière agricole, on a 2 gros actes. On a l'acte financement, donc tous les produits financiers, et on a le secteur assurance, donc tout ce qui est protection du revenu, assurance récolte, ASRA, et ainsi de suite. Donc, c'est 2 leviers qui viennent permettre de répondre à notre mission. Et pour ce faire, on a une équipe de 100 personnes à la financière agricole réparties au siège social et dans 16 centres de services partout au Québec. Donc, secteur assurance, on a tous les programmes Agri-Stabilité, Agri-Investissement Agri-Québec, Assurance Stabilisation, donc l'ASRA, Assurance Récolte. Ces volets-là, j'en parlerai pas aujourd'hui, donc on va s'attarder plus au niveau du secteur financement, donc surtout au niveau des garanties de prêts, donc agricole et forestière. Donc effectivement, on ne fait pas que de l'agricole, donc on fait également du prêt forestier. Je vais vous entretenir également sur l'appui à la relève agricole, donc tout ce qui est subvention à la relève agricole, et le programme d'investissement croissance durable, donc c'est un programme de subvention qui vient vous supporter dans vos projets de démarrage. Donc, le processus de financement en 4 étapes. Donc, l'étape numéro 1, préparation du projet. Donc, préparation du plan d'affaires. Donc, je vais passer quand même assez brièvement puisque Paul nous a fait une très belle présentation à ce sujet. Deuxième point, rencontre avec le conseiller. Donc, comment que ça se passe? Comment qu'on se prépare pour cette rencontre-là? Par la suite, un coup que votre rencontre est faite, c'est quoi l'ouvrage qu'on fait, nous, en arrière suite à la rencontre? Qu'est-ce qu'on regarde au niveau entreprise? Et ça se finit par une décision. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Si c'est négatif, pourquoi? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire suite à ça? Donc, préparation du projet plan d'affaires. Donc, j'ai remis les principaux éléments que Paul a mentionnés. Un point que je vais m'attarder un petit peu plus, je ne repasserai pas au complet, c'est les étapes. Un point qui est souvent oublié, c'est le plan B. Donc, on a un beau projet, oui. Le plan d'affaires, moi, je le vois comme une carte routière. On part du point A, on veut s'en aller au point B, mais ça arrive que des fois, le pont de Québec est fermé. Donc, par où qu'on passe, on peut prendre notre pont Pierre-Laporte ou le traversier. Donc, ça, c'est des plans B qu'on a au niveau du plan d'affaires. Donc, c'est le même principe. Donc, si on a un projet de grande culture ou bien donc production de foin, puis la presse à Balle-Ronde, à Brise dans l'été, on a-tu des alternatives? Oui, j'ai mon voisin, il est prêt à m'en prêter une. J'ai le concessionnaire qui est à côté de chez nous, il pourrait venir réparer rapidement. Donc, c'est important de soulever les principaux enjeux dans votre dossier, puis comment remédier à la situation. On parle souvent de démarrage en production maraîchère. On a une sécheresse. On a vendu 100 paniers de légumes, mais on n'a pas de légumes à mettre dans nos paniers. On fait quoi? Donc, ça rentre dans nos plans B. Puis nous, en tant que créanciers, quand on regarde les risques d'entreprise, c'est ces risques-là qu'on va venir prendre en considération au niveau entreprise. Autre point qui est important, budget prévisionnel. Donc, on fait des prévisions sur 5 ans, mais c'est tout le temps pratique d'avoir des prévisions. Moi, quand j'étais anciennement conseiller en gestion, puis quand je faisais des plans d'affaires, je faisais tout le temps 3 projections. Ma projection réaliste, donc, qu'est-ce que je pense que ça va arriver? Les moyens du secteur, ça me donne tel rendement au champ. On devrait avoir atteint les performances du secteur. C'est ma projection réaliste. Mais si ça va vraiment bien, j'ai une production optimiste. Donc, moi, j'ai refait toute ma tuba-là, par exemple, dans mon érablière. Je vais avoir plus de rendement circole. Je devrais avoir tel rendement. Donc, on va augmenter mon revenu. Donc, ça, c'est ma projection optimiste. Mais c'est important aussi d'avoir une projection pessimiste. Donc, si ça ne va pas bien, là, ça arrive quoi? Puis est-ce que je suis à l'aise d'avoir ces résultats-là? C'est oui ou non? Donc, jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller pour être à l'aise dans mon projet, dans mon démarrage d'entreprise? Là. Donc, budget prévisionnel réaliste, c'est important.
budget partiel, ça va être d'un dossier de démarrage, budget partiel, qui va être plus ou moins là. Ça va être plus d'un dossier qu'on arrive dans un plan d'expansion. On a des investissements supplémentaires à faire. Donc, un budget partiel permet de venir évaluer la rentabilité de notre projet. Donc, oui, on fait un projet, on veut le faire, mais il est-tu rentable à faire? Donc, l'outil du budget partiel va être quand même très pertinent à ce niveau-là. Avant la rencontre avec votre conseiller en financement, vous allez le téléphoner, vous allez prendre un rendez-vous avec. Donc, le conseiller va vous faire une liste de documents qu'il va avoir besoin pour la rencontre. Donc, bien entendu, le premier élément qui va vous faire mention, c'est votre plan d'affaires. Donc, ça va être important d'avoir votre plan d'affaires en main. C'est sûr que le plan d'affaires, il est très variable d'une entreprise à l'autre. Donc, un producteur qui nous appelle qui est déjà en production, qui nous appelle pour venir faire un financement d'achat de quotas, il est déjà en production, on ne demandera pas nécessairement au plan d'affaires par rapport à ça. Mais quand on devient un producteur, on veut démarrer une nouvelle entreprise, là, le plan d'affaires tombe extrêmement important. On va vous demander votre déclaration d'impôt. Donc, souvent, dans les plans d'affaires, ça signifie qu'on change de carrière. Donc, déclaration d'impôt nous permet de voir c'était quoi votre revenu extérieur dans le passé, qui nous permet d'établir ça va être quoi vos besoins de prélèvement dans l'entreprise. Souvent, ça, c'est sous-estimé. Donc, je lâche ma job à l'extérieur, mais je ne me prendrai pas de salaire sur l'entreprise, mais comment on fait pour vivre là? Donc, c'est pour ça que nous, avec la déclaration d'impôt, et on va vous faire compléter un formulaire coût de vie, on va mettre ça en relation. Est-ce que ça a du bon sens? Ça se balance-tu? Puis est-ce que c'est réaliste? Parce qu'on ne veut pas que vous arriviez que finalement, l'entreprise a fait ses paiements, a fait ses dépenses, mais on arrive pour votre coût de vie, il ne reste rien. Vous pouvez pas vous faire votre coût de vie pour vous, pour vivre. Donc, on n'ira pas bien loin au niveau de l'entreprise plus tard. Là. Soumission, quand on a des projets, c'est important, surtout quand on arrive avec des projets de construction, d'agrandissement, d'avoir des soumissions. Donc, ça vient renforcer votre projet, dire j'ai un projet de construction, on prévoit que ça va nous coûter 100 000 $, donc j'ai des soumissions à l'auteur de 90 % de mon projet. Donc là, on a de quoi de concret. Au lieu de dire j'ai un projet de 100 000 $, OK, vous faites quoi? Ah, je fais un agrandissement, mais avez-vous des soumissions? Non. Donc là, il peut y avoir beaucoup de surprises à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'avoir les soumissions tombe extrêmement importante. Quand on a un projet au niveau achat de terre, agrandissement, etc., bâtiment, on va vous demander l'évaluation municipale, donc qui nous permet de nous situer correctement. Puis ça nous donne une idée, déjà un aperçu de la valeur des immeubles, la valeur du fond de terre, puis où est-ce qu'elle se situe concrètement. Souvent, on va avoir 1, 2, 3, 4 évaluations municipales. Donc, avoir l'ensemble des évaluations que vous possédez ramène en plus parce que ça nous permet d'avoir des plans B éventuellement. Donc, si on a 2 terres qui sont non contiguës, qui sont non collées, en cas de problématique, on pourrait dire, hey, on vend de petites lots à bois de 15 arbres, ça va me ramener en 40, 50 000 dans l'entreprise pour permettre de continuer mon démarrage. Donc, ça nous permet de venir faire des ajustements, puis ça vient justifier des fois certaines prises de risque dans les dossiers. On va vous faire parvenir plusieurs formulaires. Donc, les principaux qu'on va vous demander, la demande de financement. La demande de financement, on va t'envoyer, mais on ne s'attend pas qu'elle soit complétée par vous. Souvent, on va la compléter avec vous parce qu'on va refaire le tour de votre dossier puis on va établir certains besoins, on va soulever certaines subventions au programme financier qui va être complémentaire. Mais la fiche individuelle, elle va être importante de compléter le court terme et le coût de vie. C'est toi, s'il te plaît. Donc, on va commencer. La plupart des formulaires sont sur le site de la financière agricole. Donc, je vais vous montrer brièvement ça ressemble quoi en formulaire de demande de financement. La première section est importante à compléter. Ça nous permet de savoir à qui fait la demande. C'est-tu Daniel à son nom personnel? C'est une compagnie? Ainsi de suite. Donc, ça, c'est important à compléter les adresses, les coordonnées, parce que si on a besoin de vous recontacter, on va se fier à ce qu'il y a au niveau sur la fiche entreprise, donc au point 1. Source de financement. Donc, êtes-vous déjà en production? Si oui, avez-vous déjà du financement, par exemple, avec la banque, avec la caisse, avec peu importe l'institution financière. Donc, c'est à qui qu'on peut contacter des fois pour avoir des documents supplémentaires puis avoir de l'information additionnelle avec vous. Quand on a un vendeur-prêteur, donc ça, c'est une formule vendeur-prêteur. Donc, le vendeur va agir comme créancier.
Donc, c'est qui? Donc, c'est coordonnées. Le notaire, si vous avez déjà un notaire de choisi, venir nous l'indiquer parce qu'on va avoir besoin, parce que souvent, des fois, on a besoin des documents juridiques au niveau de la compagnie, les contrats de société, certificats de constitution. Souvent, des fois, vous ne les avez pas à portée de main. Donc, nous, on peut les contacter directement pour aller chercher les documents qu'on va avoir besoin pour faire vos créations d'entreprise dans nos systèmes. L'onglet 4, comme je dis, ça à partir de l'onglet 4, 4-5, là, ça va être surtout complété avec la financière agricole, votre conseiller. Donc, les programmes spéciaux, donc c'est-tu un investissement qui va être admissible aux subventions à différents programmes? C'est quoi votre demande de financement? La nature du projet? Achat de terre, achat d'équipement, achat de tracteurs, etc. C'est quoi le coût? Donc, par exemple, achat de terre, 100 000 $. Mais on a l'onglet à côté pré-demandé. Donc, vous pouvez avoir peut-être une mise de fonds. Donc, moi, ma terre coûte 100 000 $ acheter, mais je demande 80 000 $ de financement puisque j'ai une mise de fonds de 20 000 $. Donc, quand le montant ne concorde pas entre le coût et le pré-demandé, on vient compléter l'onglet autres sources de financement, mise de fonds, subventions, vente d'actifs. Donc, on va venir compléter à ce niveau-là. Et on va compléter les produits financiers. Donc, ça, comme je dis, ça va être avec votre conseiller de la financière agricole. Donc, qu'on va venir compléter ça. Puis, ça va être important de venir signer la demande de financement. Donc, comme j'ai dit, le volet demande de financement, ça va être complété avec votre conseiller en financement. On va aller voir la fiche individuelle qui va être quand même très importante à compléter. La fiche individuelle, elle va être importante de compléter par chaque actionnaire. Donc là, c'est sûr que si vous avez une entreprise en votre nom personnel, ça a les mêmes coordonnées. Donc, on ne va peut-être pas compléter au complet toutes les en-têtes, mais si on a une compagnie, une société qui a 1, 2, 3 actionnaires sociétaires, c'est important d'en avoir une complétée par chaque personne. Et il y a des onglets comme question, donc le nom du conjoint, son revenu extérieur, les enfants à charge. Donc, ça nous en dit au niveau du coût de vie, les prélèvements quand vous allez avoir besoin éventuellement. Avez-vous déjà fait faillite? Êtes-vous en endosseur? Donc, ça, c'est important de la compléter, qui nous donne des renseignements à ce niveau-là. Si vous êtes propriétaire d'une autre entreprise, nous l'indiquer, dire oui, moi j'ai des actions dans une autre ferme laitière, une ferme porcine, etc. Venir nous l'indiquer. Et la partie qui va être quand même très importante, c'est le point 3 et le point 4. C'est votre bilan personnel. C'est quoi vos actifs, votre encaisse, votre maison, ça vaut combien, puis c'est quoi les prêts rattachés à ça, donc pour connaître vos engagements financiers. Donc, tout à l'heure, on demandait vos déclarations d'impôts. Là, on vous demande votre bilan. Ça va nous permettre de faire un lien plus tard dans vos budgets. OK, vous avez besoin d'un coût de vie de 25 000 $. Vous nous avez déclaré un revenu extérieur dans le passé de temps. On va remettre ça en lien, voir si ça concorde avec vraiment vos besoins financiers. Et on va aller dans la section plus loin. Formation, scolarité, expérience de travail. C'est un peu votre CV, en résumé de votre CV, qui nous permet de dire, OK, oui, j'ai une direction qui a de l'expérience dans le domaine de Circol. Ça fait 3 ans qu'il travaille pour telle entreprise. Donc, quand il va démarrer son entreprise à Circol, il sait de quoi il parle, il sait comment produire du sirop. Versus quelqu'un qui n'a jamais mis, qui n'a pas eu de formation, qui n'a pas eu à se mettre, qui n'a pas eu d'expérience de travail. Là. Donc, ça, c'est un facteur quand même important à considérer. Puis, ça va être important de venir signer à la fin donc les expériences. S'il y a des commentaires, dirais-je, ça fait 15 ans que je travaille sur la ferme familiale. Donc, oui, mon emploi extérieur, c'est pas ça. Mais j'ai tout le temps été faire du bénévolat pour d'autres entreprises. Donc, c'est des informations quand même pertinentes. Donc, ça, vous êtes libre de le compléter comme vous voulez. Puis, c'est important de venir signer votre demande votre fiche individuelle. Les 2 autres formulaires, c'est 2 formulaires maison. Donc, ça, vous ne les retrouverez pas sur le site Internet. C'est le formulaire de coût de vie. Donc, on veut voir qu'est-ce que ça coûte vivre. Donc, souvent, on va voir des entreprises, là, ça me coûte 15 000 $ vivre. OK? Donc, on va le détailler, mais c'est pour ça qu'on demande la déclaration d'impôt puis le bilan. Donc, quelqu'un qui me dit que ça coûte 15 000 $ vivre, mais quand on prend sa déclaration d'impôt, il y a un revenu de 65 000 $ de revenu extérieur. Puis quand on regarde son bilan, il y a 0 $ dans l'emplacement, 0 $ dans l'encaisse, puis la marge de crédit est à 15 000.
là, je peux prévoir, je peux prétendre que finalement, son coût de vie n'est pas de 15 000 il est de 65 000 Donc, c'est pour ça que les trois outils, c'est une mécanique qui travaille les trois. On demande trois documents, mais qui travaillent les trois ensemble pour nous permettre d'évaluer vraiment vos besoins et la direction à ce niveau-là. Il y a une liste d'éléments que vous pouvez venir indiquer, soit les dépenses par semaine, par mois ou annuel. Puis il y a une section commentaires. Il y en a qui disent hey, « j'ai pas de loyer, je reste avec ma conjointe, c'est ma conjointe qui s'occupe du loyer, donc sa maison est payée, donc j'ai pas de loyer. » OK, c'est beau, parce que normalement, si on n'a pas de dette de maison, normalement, on devrait avoir un loyer. S'il n'y en a pas, on reste à quelque part. Donc, ou je reste encore chez mes parents pour encore 2-3 ans, donc le temps de mon démarrage. Donc, c'est important de venir mettre des commentaires sur des choses quand même particulières. Là. Au niveau du troisième formulaire, ça va être le formulaire court terme. C'est sûr, pour un démarrage, vous n'aurez pas besoin de compléter ce formulaire-là, mais quand on est en production, en entreprise, le court terme permet de tracer un portrait d'entreprise en temps réel où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Donc, on va voir, on a un exemple, dire, OK, j'ai ma paye de lait, j'ai tel montant à recevoir, j'ai de la vente de sirop, ma TPS est vécue. Donc, ça nous permet de dire, OK, le fonds de roulement aujourd'hui, on est à X milliers de dollars. Et ça permet de voir, quand on va arriver au niveau du financement, est-ce qu'on va avoir besoin d'injecter dans le fonds de roulement ou bien dans le fonds de roulement, il est suffisant pour aller de l'avant dans le projet. Donc, c'est pour ça qu'on va faire sortir les inventaires animaux, donc le nombre de balles rondes, le nombre de veaux d'embauche, etc., les inventaires de sirop, et avec les comptes à payer, les comptes fournisseurs. Donc, ça nous dresse un portrait d'entreprise. Même si on n'a pas l'année financière, le fonds de roulement va nous donner une indication sur la santé financière de l'entreprise, même si on n'a peut-être pas l'état financier complété pour l'instant. Donc, on va pouvoir revenir à la présentation. Daniel, je sais pas si tu as vu passer. Dans les commentaires, il y avait une question. Oui. Où est-ce qu'on peut les trouver, ces formulaires-là? Quand est-ce qu'on a besoin? Ça, vous pouvez, quand vous allez prendre rendez-vous avec le conseiller en financement, il va vous les faire parvenir. Les formulaires maison, là, donc, il va vous les faire parvenir. Mais si vous avez une historique, vous avez fait un financement il y a 6 mois, la financière agricole, le coût de vie, on ne vous le refera pas compléter. La fiche individuelle, on ne vous la refera pas compléter nécessairement. Là. Donc, c'est pour ça, donc, avant de tout compléter, téléphonez votre conseiller à la financière agricole. Puis lui, tout dépendamment de ce qu'on a dans votre dossier, il va ajuster sa demande en conséquence. Donc, au coup que vous avez pris votre rendez-vous, donc la rencontre peut avoir lieu à la ferme ou au bureau. Donc, c'est tout dépendamment du projet. C'est sûr, si c'est pour un achat d'un tracteur, faire une rencontre à la ferme, c'est peut-être pas nécessaire, mais un dossier où on dit, OK, on démarre en production laitière, on a une étable, il faut faire des rénovations. Donc là, c'est pertinent d'aller voir l'état des lieux, voir qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on observe au niveau des besoins, au niveau du financement. La rencontre, pour vous, ça permet de venir vous présenter. Donc, Paul l'a mentionné tantôt, un des gros points qui manquent des plans d'affaires, c'est vous. Mais une rencontre en personne, ça permet vraiment d'établir qui que vous êtes, vous présenter, puis venir clarifier votre plan d'affaires. Donc, c'est dur de tout mettre par écrit. On a plein d'idées dans notre tête qu'on a des fois pas toutes mis dans notre plan d'affaires. Donc, des fois, la rencontre permet de venir clarifier certains points puis répondre aux questions que le conseiller va avoir dans votre dossier. Lors de la rencontre, si vous souhaitez, vous pouvez vous faire accompagner par le conseiller en gestion. Si vous dites à moi les chiffres, là, c'est pas moi qui ai monté le budget, je ne connais pas ça, je veux me faire accompagner, il n'y a pas de problème. Vous pouvez inviter votre conseiller en gestion. Ou si vous avez un plan de culture que ce n'est pas vous qui avez fait, c'est un conseiller technique qui est mieux placé pour l'expliquer, il n'y a pas de problème. On est à l'aise d'avoir vos partenaires financiers, vos conseillers en gestion, etc., qui vont vous accompagner lors de la rencontre. Le conseiller, lui, qu'est-ce qu'il va faire lors de la rencontre? Oui, il va prendre votre plan d'action, mais sa première objectif qu'il va faire quand il va regarder votre dossier, il va vous expliquer ces différents produits financiers qui sont admissibles pour vous, qui seraient pertinents pour vous. Donc, c'est quoi la garantie de prêt? C'est quoi la subvention relève, le vendeur-prêteur, les programmes d'investissement, les prêts leviers, etc. Donc, on va vous faire le tour du dossier avec vous, puis on va vous remettre en lien encore avec le MAPAC. Le MAPAC, ils ont des programmes d'aide de démarrage. On peut vous remettre en contact avec les CLD, les SADC, tout dépendamment des MRC, ils ont des fonds disponibles pour les démarrages. Donc, nous, avec qu'est-ce qu'on observe, on peut vous remettre en lien avec des personnes pour venir compléter votre financement.
Puis, lors de la rencontre, on va vous parler des produits d'assurance, puis on va vous mettre en lien avec le secteur assurance. Par exemple, dire, hey, moi, l'assurance récolte, c'est-tu intéressant pour moi ou pas? On peut vous mettre en contact direct avec votre conseiller au niveau du secteur assurance. C'est sûr que lors de la rencontre, là, le conseiller va avoir plein de questions. Pourquoi, comment, quand, où, qui, donc toutes les questions imaginables, on va les reposer. Donc, soyez rassurés, vous allez dire, oui, je l'ai marqué dans le plan d'affaires, mais des fois, les plans d'affaires, on l'a lu il y a 2, 3, 4 jours, on a eu d'autres dossiers, donc on va clarifier certains points. Donc, on va vous poser une multitude de questions. Puis, suite à la lecture du plan d'affaires puis votre présentation, on va venir identifier les besoins en financement. Le coût du projet. Avez-vous prévu des dépassements de coûts? Donc, souvent, on ne veut pas que ça coûte cher, on ne veut pas trop emprunter. On demande le minimum, mais des fois, le minimum est peut-être trop minimum qui va créer certains problèmes plus tard. Donc, on va regarder le réalisme au niveau du coût du projet. Besoin de fonds de roulement. Donc, tantôt, on parlait de la trésorerie avec Paul, donc les rentrées, les sorties d'argent. On a un démarrage d'entreprise dans le bleuet, mais l'implantation de plants de bleuet, on ne récoltera pas les bleuets l'année prochaine. Ça va prendre quelques années avant qu'ils tombent à maturité et qu'on aille chercher le plein revenu. Mais pendant ce temps-là, il faut supporter la main-d'œuvre, il faut supporter nos frais fixes, etc. Donc là, on a peut-être des prévisions de perte au démarrage qu'on va prévoir dans le financement, dire OK, oui, on sait que le court terme, la marge de crédit ne sera pas suffisante, mais on peut prévoir en 20 000, 15, 20, 25 000 pour vous supporter jusqu'à votre production principale. Là. Donc ça, c'est toutes des questions que souvent, des fois, on attache le long terme, dire OK, oui, le financement à long terme, on a de la garantie pour le fonds de terre, on met ça sur 20 ans, les paiements se font, mais sur le court terme, c'est là que ça n'arrive pas. Les marges de crédit, ils manquent, les fournisseurs nous appellent si on veut te payer, mais on n'est pas capable de les payer à cause qu'on n'a pas commencé à vendre. Donc, c'est pour ça que c'est important de venir vraiment bien faire une évaluation du fonds de roulement ainsi que les pertes au démarrage potentielles. Le conseiller va regarder le plan d'affaires, il va soulever vos points forts puis vos points faibles du projet. Donc, les limites, les étapes à réaliser. Donc, comme je dis, le plan d'affaires, c'est une carte routière. Moi, quand je monte à Montréal, j'arrête au Madrid. Donc, on va peut-être faire un peu la même chose. On va arrêter au Madrid. Donc, une première partie de notre plan d'affaires. Puis après ça, on va y aller en deuxième phase pour se rendre à Montréal. Là. Donc, quand on parle d'étapes à réaliser, c'est un peu ça qu'on veut faire mention. On va sûrement vous faire des ajustements au plan d'affaires, ajouter des informations. Puis, à la fin, on va faire une validation des différents formulaires qu'on a présentés. Est-ce qu'on a toute l'information pour analyser le dossier? Point important au niveau du plan d'affaires et de la présentation de votre projet, la rencontre avec les créanciers. Soyez réaliste dans votre projet. Premier point, au niveau de votre coût de projet. On sait que plus que le niveau d'endettement monte, plus que c'est difficile à rentabiliser. Mais souvent, l'erreur qu'on fait, on veut tellement pas que ça coûte cher qu'on coupe partout. Puis finalement, mon coût de construction ne coûtera pas 100 000, il va me coûter 85 000. On va couper là. Je vais faire de l'autoconstruction, ça va me faire sauver de l'argent. Mais l'autoconstruction demande du temps. Le temps, vous ne le mettez pas ailleurs, donc ça fait un frein. Puis là, on arrive dans le projet, finalement, ça m'aurait pris 105 000. Donc là, on vient de se créer un problème à cause qu'on a voulu trop être optimiste dans notre projet au niveau du coût de projet. Au niveau de la projection des revenus, la vitesse de croissance, la croissance, donc souvent, on voit des augmentations très rapides. Donc, si on prend les paniers de légumes, c'est un exemple qui est la plus facile à démontrer. Première année, 60 clients, deuxième année, 120 clients, troisième année, 300 clients. Donc, si on monte très, très rapidement, oui, théoriquement, ça peut être possible, mais au niveau pratique, au niveau de la mise en marché, au niveau de la production, il peut y avoir certaines embûches. Et souvent, qu'est-ce qu'on voit? Les revenus progressent très rapidement, mais les charges d'entreprise restent quand même pas mal stables. Donc là, ça fait en sorte que ça fait comme un peu Geneviève, qu'est-ce qu'elle disait? On voit des belles marges de 75 000 des entreprises. À l'année 1, on est à 10 000, puis à l'année 2, on est à 75 000. Donc, on fait de l'argent comme de l'eau, mais ce n'est peut-être pas la réalité. Donc, on a peut-être sous-estimé nos charges de production. Être optimiste au niveau du temps de travail de la main-d'œuvre. Donc, démarrer en entreprise, là, c'est gros, c'est lourd. C'est pas seulement, on voit les tâches de production. OK, c'est beau, j'ai une ferme bovine, on va faire les foins, on va alimenter le troupeau, on a nos tâches dans la ferme, mais on oublie toutes les tâches connexes, la comptabilité,
les réunions, les envois, le courrier à ouvrir, et ainsi de suite, que ça peut rajouter facilement 10, 15, 20 heures dans vos semaines, toutes les autres tâches connexes que vous n'avez pas pensé. Donc, c'est pour ça que quand on parle d'expansion, on reprend de l'expansion rapidement, mais à un moment donné, le temps de travail et la main-d'œuvre, ça tombe vitement impacté à ce niveau-là. Capacité d'injection, le maintien du revenu extérieur. On voit souvent, on démarre l'entreprise, on est en couple. Les deux lâchent, je dis, OK, nous, on démarre en 2024, on lâche nos 2 emplois extérieurs, puis on veut vivre de la ferme. Oui, peut-être, c'est à évaluer. Donc, parce que l'abandon de l'emploi extérieur, on se rappelle, on a fait votre coût de vie. Donc, si vous avez un coût de vie de 40 000 puis que vous ne l'avez plus avec votre revenu extérieur, il faut que l'entreprise soit en mesure de le supporter. Donc, ça ramène encore une pression supplémentaire sur l'entreprise. Donc, avant de lâcher peut-être les 2 emplois extérieurs, souvent on y va par étapes, on commence plus graduellement. Le conjoint peut dire, moi, je t'entends plein, la conjointe ou l'inverse, peu importe, maintient son travail extérieur pendant le démarrage de la première année, 2 premières années. Puis quand on voit que l'entreprise commence à être plus à la maturité, là, à ce moment-là, au lieu d'en réengager une main-d'œuvre extérieure, là, elle peut dire, OK, moi, je lâche mon emploi extérieur, l'entreprise va être en mesure de couvrir nos besoins financiers. Donc, ça, ce n'est pas négligé à ce niveau-là. Soyez honnête avec vous-même. Donc, c'est pour ça que c'est les points que j'ai mentionnés en haut. Car le plus grand gagnant ou le plus grand perdant dans le plan d'affaires, c'est vous. Donc, vous pouvez faire, comme que Paul tantôt disait, faire un plan d'affaires pour tout le monde, c'est bien. Parce que si vous faites un plan d'affaires pour le créancier, dire hey, moi, je m'en vais rencontrer la financière agricole, j'ai fait des beaux budgets, ça ne coûtera pas cher, donc on va le convaincre d'embarquer dans mon projet. Moi, demain matin, si votre projet ne fonctionne pas, en règle générale, je n'ai pas perdu de temps, je n'ai pas perdu d'argent dans votre projet. Mais vous, c'est vous qui êtes responsable de votre entreprise, puis c'est vous qui avez tout à perdre et tout à gagner. Puis ici, on est quand même réaliste, puis peut-être même trop sévère vous-même dans votre projet. La seule chose qu'on va avoir comme impact, vous allez avoir des meilleurs résultats, une meilleure rentabilité, donc tout va être mieux. Donc, ça va être ça va être agréable pour vous et non l'inverse, que là, on tombe avec une tempête de neige sur l'autoroute. Donc, vous cherchez un partenaire financier, non. Donc, ayez ça en tête, vous venez chercher un partenaire financier, que ce soit chez nous, à la banque, à la caisse, vous venez chercher un partenaire et non en financement. Donc, si vous avez un partenaire qui croit à votre projet, qui embarque avec vous, ça va être gagnant pour tout le monde. Et non dire, OK, moi, je monte ton dossier seulement pour avoir mon financement, puis après ça, le reste, je m'arrange tout seul. Là. Donc, ça, c'est un facteur quand même important. Donc, le conseiller, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, lors de la rencontre, il analyse objectivement votre projet. Il vous conseille sur l'élaboration du plan d'affaires. Donc, il y a plein de conseillers qui peuvent venir vous aider, mais quand on en fait la lecture, on va vous venir faire des réajustements. Il va vous guider dans les choix d'investissement. Donc, quelqu'un qui dit, moi, je démarre en production laitière, je veux me mettre en robot de traite. On va peut-être dire, commence par un robot usagé, ça va te libérer 100 000 d'investissement. Donc, en termes de paiement, ça améliore ta rentabilité. Puis, dans 10 ans, on reviendra avec un robot neuf. Donc, ça va permettre d'avoir une meilleure santé financière de l'entreprise. On va vous recommander des choix de financement, la durée, le nombre de tranches, et ainsi de suite. Puis, on soutient pour l'interprétation de vos données financières. Donc, on couvre que l'entreprise est là, est en fonction. Vous pouvez revenir consulter la financière agricole, dire, OK, je me situe au niveau de l'entreprise. Donc, on peut regarder vos résultats financiers avec vous, puis voir dans l'avenir, il y a des projets qui s'en viennent, et ainsi de suite. Donc, oui, il y a des projets. Donc, vous êtes en position pour réaliser tel projet. On respecte le plan de match, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. La financière agricole, on couvre qu'on a tous vos documents. Nous, on va évaluer votre dossier. L'évaluation du dossier se fait avec l'approche globale de financement. Donc, on ne regarde pas un seul facteur. On ne fera pas regarder le facteur garantie ou le facteur rentabilité. C'est un tout qu'on regarde. Donc, on a des entreprises qu'au niveau garantie, c'est quand même plus difficile. On a moins bon ratio de couverture de garantie à cause des besoins financiers sont plus importants pour le démarrage. Mais de l'autre côté, on a une structure de financement qui démontre une bonne rentabilité, on a une bonne direction. Donc, même si on manque de garantie, ça ne nous empêchera pas d'aller dans le financement. Dans d'autres dossiers, c'est l'inverse. La garantie, t'en veux-tu, il y en a. Mais au niveau rentabilité, endettement trop élevé, difficulté à venir rentabiliser le projet,
puis peut-être la direction plus ou moins en maîtrise de la situation. Donc, une direction qui veut se démarrer dans une production qu'elle ne connaît pas, qui n'a jamais travaillé dans ce domaine-là, qu'au niveau, par exemple, bilan personnel, elle a de la dette, elle a une mauvaise enquête de crédit, etc., ça va peut-être nous faire un frein dans le dossier. Même si on a des garanties suffisantes, on va peut-être dire que le projet est trop risqué au niveau entreprise. Là. Donc, ce n'est pas un seul élément qu'on va regarder, c'est ton tout. Donc, le conseiller en financement, on a une équipe à financière agricole. Donc, quand il y a une acceptation de dossier ou un refus de dossier, ce n'est pas Anne-Marie qui l'a refusé, c'est pas Anne-Marie qui l'a refusé, ça passe par une équipe. Tout dépendamment du risque dans le dossier. Aussitôt qu'il y a une subvention, ça passe sur le bureau de l'adjointe, donc ça prend une double signature. Donc, ça fait en sorte que 2 personnes externes qui sont penchées sur votre dossier, qui ont regardé tous les points importants, donc qui essaient de prévoir l'impossible, dire, OK, oui, le fonds de roulement est correct, oui, le projet, il y a du bon sens dans son ensemble, les projections, ça tient la route, etc. Et quand le risque du dossier augmente, ça vient ici au siège social avec nos analystes au niveau de la DFAF. Donc, c'est une troisième personne qui vient réappuyer les décisions pour l'acceptation ou pour le refus. Donc, quand on rend la décision au niveau du financement, c'est pas rien qu'une personne, il y a une équipe complète qui est venue au niveau de l'analyse du financement pour essayer d'améliorer le plus possible le montage financier et amener des points d'amélioration pour pouvoir faire une acceptation dans le dossier. Puis, la dernière étape, c'est la décision. Donc, conditions de crédit. Donc, en acceptation, donc nous, on va faire un certificat de prêt. Il va y avoir certaines conditions au certificat de prêt. Donc, on va dire, OK, on structure votre financement 100 000 sur une durée de 15 ans. On prend telle chose en garantie, ça prend un bac de location. Il va y avoir des conditions au certificat de prêt. Quels sont au coût que ça va être autorisé? On va vous les présenter. Puis après ça, dans certains cas, on arrive, c'est en arrêt du processus. Donc, on a une réponse négative. Donc, c'est un refus dans le dossier. Mais il faut faire attention qu'un refus. Un refus, c'est jamais un refus pour toujours. Donc, suite au refus, nous, on a des raisons pour refuser le dossier. Donc, écoutez les raisons. Puis souvent, des fois, les raisons, on peut venir modifier, dire, ah oui, si finalement mon projet coûte trop cher, je reviens avec mon robot de traite, un robot de traite neuf. Si finalement, je n'achète un usager, je diminue mon endettement de 75 000. Puis au lieu de m'acheter mon tracteur, mon voisin, il est prêt à venir presser mes balles rondes. Donc, je sais mieux vite d'acheter un tracteur avec une presse à balles rondes. Donc, je diminue mon projet de 125 000. Donc, ça, c'est des facteurs qui viennent refaire changer la situation, qui pourraient venir faire une acceptation dans le dossier. Donc, oui, c'est peut-être un refus aujourd'hui, mais dans 2 mois, avec une modification dans le projet, une réorientation, ça peut être une acceptation. Donc, ça, c'était pour le processus de financement. Donc, oui, rapide. Oui. Mais la question qu'on est posée, c'est quel délai au niveau pour analyser le dossier? C'est je vais dire, une réponse plate, c'est variable. Donc, tout dépendamment de la complexité puis du moment de l'année. Donc, on va arriver, comme là, présentement, en janvier, on n'est pas dans les roches d'ouvrage. Donc, vous arriviez avec un dossier que vous avez tout en main. Normalement, en 2 à 3 semaines, on sera en mesure de donner une réponse. Mais on tombe au mois d'avril, avant les rentrées au champ, où tous les producteurs ont de la machinerie à acheter, du drainage à faire, que là, les demandes, on est rendu trop élevées, trop nombreuses. Donc là, ça fait en sorte que là, le délai va être plus long. Mais ça, quand vous allez faire votre rencontre, posez la question à votre conseiller. Selon vous, pensez que ça va prendre combien de temps à analyser le dossier? Donc, il connaît son horaire, connaît la charge de travail, il va être bon pour vous répondre. Oui, on peut sur le site Internet. Donc, vous pouvez écrire Anne-Marie si ça ne te dérange pas. Donc, Anne-Marie pourra vous les envoyer. Donc, ou bien non, appelez votre conseiller en financement de la financière pour vous les fournir. Mais sinon, les formulaires coût de vie, là, ça, c'est un formulaire maison. Mais si vous allez sur Google, coût de vie, vous allez avoir des formulaires pour ça. Donc, même si ce n'est pas celui de la financière agricole, ce n'est pas grave. Mais au moins, l'exercice va avoir été fait. Produits de financement agricole, donc là, je vais aller vite, je vais faire un petit blitz là-dessus. Donc, je vais vous revenir par rapport aux garanties de prêt, programme d'appui financier à la relève et le programme d'investissement durable. Mais sachez qu'on a
tous les autres produits, allez sur le site de la financière agricole, vous avez l'ensemble des produits expliqués en détail. Donc, moi, je vais passer quand même très rapidement, mais gardez à l'esprit, si vous avez un projet, prenez la peine d'appeler la financière parce que des fois, on a des produits qui sont des programmes ad hoc d'urgence que le gouvernement a mis en place, mais qui ne sont pas nécessairement sur le site Internet. Donc, ça va la peine d'appeler à la financière agricole. Programme de financement agricole, donc c'est pour l'ensemble des producteurs agricoles, que ce soit une entreprise à temps plein, temps partagé, une entreprise de biens et services en transformation. On intervient dans ces dossiers-là. On peut faire du financement, nous, jusqu'à hauteur de 15 millions au niveau par entreprise, au niveau agricole. Et on va offrir des taux avantages. En taux avantage, c'est quoi? C'est une réduction sur le taux hypothécaire. Donc, parce que nous, on ne fera pas du financement direct. On va faire une garantie de prêt. Au coup que vous avez votre certificat de prêt, vous allez voir votre institution financière, dire, OK, moi, je m'en vais voir la caisse, la banque, peu importe l'institution financière. Puis, ils vont dire, c'est beau, moi, je fixe mon taux d'intérêt 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis, tout dépendamment du taux que vous allez avoir fixé, du terme de la durée que vous allez avoir fixé avec l'institution financière, vous allez avoir droit à une réduction du taux d'intérêt de la financière agricole. Par exemple, le taux 5 ans, présentement, on serait à 6,49 %. On applique une réduction du taux d'intérêt à la financière agricole. Ça ferait en sorte que vous auriez un taux d'intérêt de 5,99 % aujourd'hui. Donc, ça, c'est un prêt, un taux d'intérêt qui est garanti, peu importe avec l'institution financière que vous allez faire. Donc, l'institution financière ne pourra pas dire, OK, oui, vous avez un dossier plus risqué, moi, je charge du 8 % d'intérêt. Non, j'ai un prêt de la financière agricole. Ils n'ont pas le choix de respecter nos plafonds de taux d'intérêt. Programme d'investissement croissance durable, le PICD qu'on appelle. Il y en a qui ont peut-être entendu le programme PIC dans le passé. Le programme PIC n'existe plus. Il a été remplacé par le PICD. Donc, ça a le même objectif dans le programme. C'est juste que les montants de subvention ont été changés puis adaptés. Le programme d'investissement croissance, c'est un programme de subvention qui vient supporter, vous aider dans vos investissements d'entreprise. Par exemple, on a le volet 1, c'est toutes les productions autres que la production ovine, bovine, caprine, que ça permet d'aller chercher un financement jusqu'à 150 000 $ qui vous permet d'être subventionné à 10 %. Donc, on va venir vous donner 15 000 $ sur 3 ans par rapport à votre investissement. Donc, il faut que ça soit avec des investissements admissibles. Donc, ça, on va faire le petit tour plus tard dans la prochaine diapo. Donc, ça peut être un accroissement de troupeaux. Donc, on prend de l'expansion en production laitière, on achète du quota. Donc, les vaches tomberaient subventionnées. On fait un agrandissement de vacherie, ça serait subventionné. On a un producteur à Circole qui a eu ses quotas d'agrandissement, il a agrandi son érablière. Tout ce qui est tubulure, station de pompage, ça tombe admissible au niveau des investissements. Donc, jusqu'à 150 000 pour 10 % du montant financé. Donc, ça vous donnerait droit à 15 000 $, donc soit 5 000 $ par année. Le volet 2, ça va plus au niveau des producteurs bovins, caprins et ovins. Donc, au lieu d'avoir une enveloppe budgétaire de 150 000 $, on a une enveloppe budgétaire de 600 000 $. Donc, le gouvernement a voulu supporter davantage ces producteurs-là. Et au lieu d'être subventionné, il y a 10 %, eux autres vont chercher une subvention jusqu'à 25 %. Donc, c'est quand même majeur. Donc, un producteur en production bovine qui fait un démarrage, il pourrait aller chercher jusqu'à 150 000 $ si on projette 600 000 $. Donc, ça vient donner un bon coup de pouce au niveau des remboursements à court terme et au niveau fonds de roulement. Donc, c'est une aide quand même très avantageuse. On a le volet 3. C'est valorisation agro-environnementale des terres en culture. Tout ce qui est projet de chaulage, drainage, remise des terres en culture. Il y a une enveloppe par entreprise jusqu'à 100 000 $. Donc, encore là, subventionné à 10 %, donc montant maximal de 10 000 $. Et on a le volet 4. Le volet 4, c'est les jeunes entrepreneurs. Donc, le gouvernement a voulu encourager les démarrages d'entreprise. Donc, on vient donner un avantage à la jeune relève, peu importe la production. Donc, si c'est en production laitière, il peut aller chercher 300 000 $ jusqu'à 15 % à ce niveau-là. Il me reste quoi, 5 minutes à peu près? Ou je suis du temps? OK, c'est bon. Donc, les programmes peuvent être combinés. Donc, par exemple, on aurait 2 productions. Donc, quand on fait la subvention, c'est par rapport à la production. Donc, on peut avoir une ferme bovine.
Donc, on dit qu'on a un plafond jusqu'à 600 000 $, mais il y a un investissement à faire au niveau du fonds de terre, de l'achat de machinerie, par exemple, une presse à balles rondes. Mais l'achat de la presse à balles rondes ne passera pas au niveau production bovine, va passer dans le volet 1, vu que c'est un appareil de culture. Donc, les 4 volets sont combinables, mais on a un montant maximal de 700 000 $. Donc, on ne peut pas faire 100 000 plus 150 000 plus 100 000 plus 300 000. On a un plafond à atteindre, c'est 700 000 $. Donc, soit 600 000 $ pour le volet 1, 2 et 4. Et le volet 3 environnemental, il y a son enveloppe assurée pour lui, 100 000 $ pour cette enveloppe-là. Le programme est très, très large. Tout ce qui est construction, rénovation, amélioration de bâtiments, c'est admissible, sauf les maisons, les chalets, les espaces du bureau. Tout ce qui est immeuble par étage, on a une vacherie, ça nous prend un silo. Son immeuble considéré par étage, c'est subventionné, en autant que ça ne soit pas du remplacement. Donc, c'est sûr que si vous dites on refait la toiture de la grange, c'est du remplacement de tôle, ce n'est pas admissible. Mais si on fait un agrandissement d'étable, là, ça tombe admissible. La même chose pour les silos. J'ai un silo 20-80 puis je le remplace par un 20-80, c'est pas admissible, c'est du remplacement. Mais si on augmente la capacité de stockage, là, il tombera admissible. Achat d'équipements de production et de machinerie, les tracteurs ne sont pas admissibles. Donc, tout ce qui est rendu machinerie auto-tractée, ce n'est pas admissible. Avant, ça l'était, mais là, ils ne sont plus. Animaux reproducteurs, si augmentation des unités de production, ça tombe admissible. Mais si c'est du remplacement, ça ne l'est pas. Donc, souvent, on va se baser sur les états financiers, on va se baser sur les données techniques de production. Par exemple, dans la production bovine, si vous êtes assuré à l'assuron, on va voir que vous avez 100 vaches à bœuf. Vous voulez augmenter à 120 vaches, les 20 vaches supplémentaires vont être subventionnées, mais on ne viendra pas subventionner 30 vaches, 10 vaches de réforme plus 20 vaches d'agrandissement. Tout ce qui est mis aux normes bien-être animal, ça tombe admissible. Les projets agro-environnementaux, gestion de fumier, gestion de carcasses, les eaux usées, terrainage, remise des terres en culture, en friche, nivelage, c'est admissible. Donc, comme vous pouvez voir, le programme, là, il ratisse très, très large. C'est juste ce qui arrive au niveau remplacement, quand c'est pas admissible. Quand on arrive au niveau de la machinerie avec un moteur, c'est pas admissible. Le PIC volet 4, jeune entrepreneur, c'est important. Il faut que la relève soit encore en période d'établissement. Donc, moins de 40 ans. Puis, il faut que 100% de l'entreprise soit possédée par des relèves. Moi et Anne-Marie, on a une entreprise. On est les deux en pas de 40 ans. Mais les deux, on a fait notre subvention à la relève quand on avait 20 ans. Donc, on n'est plus en période d'établissement. Même si on qualifie en bas de 40 ans, on n'est plus dans notre période d'établissement. Donc, on ne qualifierait plus pour le jeune entrepreneur. C'est 5 ans, ça? Oui, c'est 5 ans. Donc, la période d'établissement. Donc, ça, vous téléphonez avec votre conseiller, donc il pourra vous expliquer les admissibilités. Puis quand on parle de 100% d'action, c'est 100% d'action. Donc, si votre père est là dans l'entreprise, puis il y a 1% d'action, bien, il y a 1%, vous ne possédez pas le 100%, donc ça ne serait pas possible. Il y avait une question pique, hein? OK. Donc, la question, l'achat de vache, est-ce que c'est admissible au niveau entreprise? Je vais répondre oui et non. Donc, si on vient acheter une entreprise en production, que les terres, les bâtiments, les animaux, donc c'est considéré comme un achat d'entreprise et l'achat d'entreprise, c'est pas admissible. Mais si le producteur dit, moi, je démarre à zéro, il ajoute ses vaches, là, à ce moment-là, c'est admissible. Donc, certaines nuances à considérer. Pour le PIC volet 3, est-ce que pour le financement, pour ce faire, si l'exploitation de la terre est faite par un autre producteur locataire? Là, on va rentrer dans un point plus compliqué. Donc, si vous êtes propriétaire d'une terre, mais que si vous la louez en autre producteur, vous ne seriez pas admissible au niveau du volet 3. Ça va être lui qui va venir exploiter la terre parce que c'est lui qui va la cultiver. Donc là, on va demander des bacs de location, etc. pour venir confirmer vraiment son exploitation. On ne peut pas venir financer des locations parce qu'une location, ce n'est pas un revenu agricole, donc ce n'est pas finançable chez nous. Donc, même si vous dites, moi, j'achète une terre agricole, c'est un actif agricole, mais si ce n'est pas de la location, il n'y a pas de revenu agricole, donc ça ne sera pas finançable chez nous. Subvention à la relève agricole, subvention. Il me reste combien de temps, Martin? Je me gager.
Une minute? 2 minutes, mais OK. Je vais passer. Les points importants, subvention moins de 40 ans, subvention 20 des parts. En gros, facteur qui a changé, la subvention relève, là, donc 2 qualifiants. On peut qualifier 2 personnes à temps plein maintenant, contrairement à ce qu'on ne pouvait pas, à temps partiel, en autant que l'établissement se fasse en même temps à 50-50. Auparavant, ça, ce n'était pas possible. C'est un changement qui a eu lieu il y a quelques ans, il y a 2 ans environ. Donc, sinon, les autres critères d'admissibilité, allez vous consulter le site de la financière agricole, là, vous allez les avoir à ce niveau-là. Ne pas oublier que la subvention, la relève agricole, ce n'est pas un automatique, ce n'est pas un acquis. Trop souvent, on entend dire, OK, j'ai mon diplôme, j'appelle la financière, je vais avoir mon 20 000 de subvention. OK, oui, mais as-tu un projet? Non. As-tu une entreprise? Non. As-tu une rentabilité d'entreprise? Non, mais là, on ne pourra pas venir faire votre subvention. Donc, il faut avoir une rentabilité et une perspective de rentabilité au niveau de l'entreprise. Tout ce qui est admissible, vous pourriez aller consulter. Subvention relève les protections contre la hausse des taux d'intérêt. Donc, plus qu'on a un niveau de formation élevé, plus que la sécurité relève intervient. Donc, pour un niveau 1, on va chercher 5 %. Donc, c'est le plafond des taux d'intérêt. Donc, en date d'aujourd'hui, où les taux d'intérêt sont à 6 %, présentement, nos relèves agricoles vont recevoir des chèques dans la prochaine année concernant l'extra de taux d'intérêt qu'ils ont payé. Là. Puis le calcul sur le taux d'intérêt se fait avec le taux de la Banque du Canada. Ce n'est pas le taux que vous avez signé, c'est par rapport au taux de la Banque du Canada. Puis l'autre point important, donc la relève agricole, vous allez bénéficier du rabais ASRA. Oui, ASREC, donc c'est 25 % de la cotisation pour 3 années consécutives. Là. Maximum 4 qualifiants par entreprise. Donc, même si on aurait 5 entreprises à 20 % vu que c'est 20 % minimum, on ne pourra pas qualifier plus que 4 personnes aux protections au niveau de l'ASRA. Donc, je l'ai fait en accéléré, mais vous avez tous les détails au niveau du site Internet. Puis, allez voir, téléphonez vos conseillers, ils vont pouvoir tout vous expliquer de long en large. Donc, je l'ai fait en vitesse grand V. Donc,